Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette première table ronde de cette deuxième journée du Paris Radio Show 2026. Alors, je me présente, je suis Eva Jarnot. J'arrive des Pays de la Loire et plus précisément d'une radio associative qui s'appelle Sun, que certains connaissent peut-être déjà dans la salle. Je suis ravie d'animer aujourd'hui au nom du SNRL ce temps d'échange dédié à la musique dans nos radios, thématique qui m'anime grandement et dans laquelle je m'implique aussi bien sur mon territoire qu'au niveau national. Ce moment que nous allons passer ensemble sera une discussion, un moment d'exposition de nos pratiques, de réflexion sur l'existant et sur l'avenir vis-à-vis de la notion de diversité musicale et plus particulièrement vis-à-vis du rôle que jouent et que peuvent jouer nos radios associatives dans la valorisation de cette diversité, ou même, pourrais-je dire, de ces diversités au pluriel. Les radios associatives sont souvent le premier espace d'exposition pour les artistes. Elles prennent le risque de la découverte, de l'émergence et de la diversité des répertoires, là où d'autres logiques de programmation pourtant bien installées s'investissent peu dans cette voie. Alors pour en parler avec nous, je suis entourée ce matin d'intervenantes et d'intervenants issus de radios associatives, mais pas uniquement, avec pour objectif de répondre ensemble à la question suivante qui est comment les radios associatives peuvent-elles être l'infrastructure de la diversité musicale ? Alors, ainsi à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir 4 personnes ayant donc pour dénominateur commun leur engagement et leur application en faveur de la filière musicale, avec pour commencer en face de moi donc Morgane Levaux, qui est animatrice, technicienne, réalisatrice, attachée aux musiques actuelles au sein de Radio Primitive, une radio associative basée à Reims. Bonjour Morgane. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot rapide pour nous présenter ta radio et ce que tu y fais ? Alors, Radio Primitive, c'est une radio qui est présente depuis un peu plus de 40 ans sur le territoire rémois, donc qui est bien connue de nos habitants, du territoire, qui émet sur un petit peu plus de 50 km autour de notre ville en fonction de la météo et de tous ces calculs-là. Et puis, moi, je m'occupe en partie de la programmation musicale qui, chez nous, est collégiale. Mais ça, on pourra y revenir, si tu veux, dans le cadre de la diversité musicale. Et donc, voilà ce que je peux dire sur Radio Primitive. On est aussi une radio qui fait partie d'une fédération, qui est la Fédération des radios associatives musique actuelle, la Ferrarock, qui représente une vingtaine de radios associatives sur la France, la Belgique et Québec. Très bien, nous y reviendrons aussi un petit peu plus tard. Alors à ta droite, nous avons avec nous Anton, qui est fondateur et gérant du label de musique indépendant le CEP Records, donc basé dans le 20e arrondissement de Paris. Donc tu es un peu notre hyper local de l'étape aujourd'hui. Peux-tu nous dire quelques mots sur ton label, Anton ? Bonjour à tous. Oui, alors moi c'est du coup Anton, label rock sur Paris, musique indépendante, émergente surtout. Et on laisse place à la découverte et les jeunes talents de demain. Voilà. Vaste sujet. Voilà, exactement. Sur lequel nous reviendrons aussi un petit peu plus tard. À côté de toi, nous accueillons Clémence Amila, donc, qui est attachée de presse dans les musiques actuelles, avec, pour être honnête avec vous, une casquette qui a changé entre le moment où nous l'avons invitée et aujourd'hui. Bonjour Clémence, est-ce que tu peux nous dire un mot justement sur ce changement tout récent de statut, si je puis dire ainsi ? Bonjour, enchantée tout le monde. Donc voilà, je suis attachée de presse freelance depuis en effet 3 jours aujourd'hui. Mais j'ai bossé chez X-Ray Productions, label indépendant très orienté vers le reggae pendant plus de 5 ans. Voilà, j'ai fait mes débuts là-bas, j'ai vraiment appris le métier dans ce label. Donc très tourné autour du reggae, donc une musique quand même de niche. C'est pas forcément la musique la plus facile à bosser pour une attachée de presse, mais du coup très intéressant, très challengeant, et voilà, j'ai décidé de commencer une nouvelle aventure en restant quand même dans le reggae, mais j'ai envie d'aller explorer un peu d'autres styles de musique aussi. Donc voilà. Tout ça étant très lié à la diversité musicale aussi. Et enfin, nous fait également l'honneur de sa présence parmi nous, donc Philippe Fischer, qui est chargé de la coordination de l'antenne et de la vie associative au sein de Radio Campus Paris. Bonjour Philippe. À ton tour, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments de présentation sur ta radio et sur ton lien avec la musique qui fait que tu es ici aujourd'hui ? Bonjour, merci pour l'invitation déjà. Donc Radio Campus Paris,
comme son nom l'indique, c'est une radio associative étudiante. Attention, ça ne veut pas dire qu'on n'est que des étudiants. On est, je pense, 2/3 d'étudiants. Et le reste, ça va vraiment du lycéen jusqu'aux retraités. On a de tout. On est une radio-école, donc notre mission, c'est un peu de former les jeunes, les moins jeunes aux pratiques radiophoniques. Et on est aussi, on en parlera certainement après, une radio de découverte musicale. On est à peu près à la moitié des émissions de nos 100 émissions chaque année qui sont des émissions musicales. On met beaucoup d'accent aussi sur la sélection, sur la programmation musicale quand il n'y a pas d'émission. Et voilà pour la radio. Et on fait partie aussi d'une autre fédération de radio qui s'appelle Radio Campus France. Donc il regroupe une 30aine de radios comme la nôtre en France. Une nouvelle sur l'île de la Réunion depuis l'année dernière. Et voilà. Et donc moi, à l'intérieur de cette radio, je suis donc coordinateur de l'antenne et de la vie associative. Donc je supervise la programmation musicale, mais surtout je coordonne toutes les équipes bénévoles. Et je coordonne aussi la partie formation des bénévoles. Très bien. Eh bien, merci à vous quatre d'avoir répondu présent et présente pour cette table ronde. Il est prévu que nous échangions ensemble jusqu'à midi environ, puis nous tendrons le micro à la salle, au public, pour une demi-heure d'échange, de questions et de recueil de vos réactions par rapport à tout ce qui aura été dit. Alors, allons-y. À l'heure où l'ARCOM et le Centre national de la musique lancent une consultation publique commune sur la diversité musicale dans les médias audiovisuels et sur le numérique, il me paraît important de débuter du coup cet échange en posant dans un premier temps des mots sur ce terme de diversité musicale. Donc au sens de l'ARCOM et du CNM, cette diversité, je cite, s'exprime notamment sous l'angle des genres musicaux, de la langue chantée, de l'origine géographique de la production, du genre, du niveau d'émergence des artistes et du renouvellement des talents et des productions. Donc je vais m'adresser à toi, Philippe, pour commencer. Est-ce que cette définition, à la fois riche et très large, fait écho à la vision de la diversité musicale qu'on peut rechercher et avoir dans une radio comme Campus Paris, ou même d'une manière générale dans le réseau Campus France ? Oui, alors complètement. Cette enquête, on est en train d'y répondre aussi en tant que réseau. Et il y a certaines radios qui ont un peu partagé leur vision de la chose en interne. Et en effet, la diversité des esthétiques est très mise en avant. La diversité géographique aussi, avec un fort accent quand même sur le local et le régional. Donc certes, on va programmer de la musique qui vient de partout dans le monde, mais on va aussi beaucoup soutenir, accompagner les artistes des régions dans lesquelles on est implanté. Là où la définition de l'ARCOM et du CNM n'était pas assez précise, c'est un peu un décentrage par rapport à la production musicale. Il y a des radios qui ont mis en avant le fait que la diversité, elle se joue aussi au niveau de la sélection, au niveau des parcours et des profils des personnes qui font la programmation. Parce que c'est comme ça que se permet aussi le renouvellement des discours, qu'on s'assure de voir des choses assez larges si on est toujours le même profil de personnes qui font la programmation musicale dans les radios. On tombe probablement sur les mêmes types de musique. Donc ça, c'est quelque chose que les radios mettaient en avant. Peut-être j'ai 2-3 mots sur comment on fonctionne, nous, par rapport à la sélection, à la diversité et tout. Je pense que ce sera l'objet de notre première partie ensuite. Ok, très bien. On va en garder pour tout à l'heure. Parfait. Et du côté de Radio Primitive, est-ce qu'on peut dire que la conception de la diversité musicale est proche de celle portée par Campus ? Quels éléments convergent ou à l'inverse prennent des directions différentes entre une radio implantée au cœur d'une capitale et une radio au rayonnement à la fois urbain, périurbain, voire même rural ? Non, je trouve qu'on s'inscrit plutôt dans la même logique que vous, Philippe, avec un ancrage fort sur le territoire, mais aussi une volonté de donner de la place au national, à l'international, à ce qui est non occidental, à la découverte. On est une radio dite de découverte, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure. On se doit d'avoir aussi
ça donne aussi des obligations en termes de francophonie, par exemple, d'artistes francophones diffusés. On s'ouvre à nos amis québécois aussi, qui ont des cultures musicales qui des fois ont du mal à passer l'Atlantique. Enfin voilà. Donc non, on s'inscrit dans la même logique avec ce prisme à la fois très territorial où on se veut être on est un acteur privilégié donc pour les formations qui s'initient, qui sont en voie de professionnalisation ou tout simplement amateuristes. On est un interlocuteur privilégié et à la fois on vient proposer un nouvel angle sur le national ou l'international avec des choses qu'on n'entendra pas non plus sur d'autres radios, quoi. Peut-être je peux aussi compléter un des facteurs qui font que c'est important qu'on parle de diversité et de découverte, c'est aussi l'éveil aux auditeurs, aux auditrices des structures et des processus de mise sur le marché de ces musiques-là, de faire voir qu'il y a beaucoup de labels indépendants, beaucoup de structures qui accompagnent les artistes, de faire comprendre qu'il y a aussi une logique artisanale dans la production de la musique et pas que une logique industrielle. Et justement, en tant que label, en tant qu'attaché de presse, et nous en tant que média comme vos deux camarades aujourd'hui, comment est-ce qu'on envisage cette notion de diversité musicale quand on représente directement des artistes ? Est-ce que les définitions institutionnelles exposées par le CNM et l'ARCOM résonnent chez vous ? Oui. Enfin, après, voilà, c'est vrai que le label, souvent, a une couleur aussi. Donc, bon, nous, on a tous les deux la chance, on va dire, d'être dans des labels indépendants. Donc, on défend, en effet, des musiques qui sont un peu plus niches, qui ne sont pas forcément représentées dans les plus gros médias, dans les médias nationaux, tout ça. Donc, on participe à ça. Après, voilà, un label a quand même une identité. On ne peut pas, je pense, partir dans tous les sens au niveau de la couleur musicale parce que ça... Il y a tout un univers qui se crée autour du label, une sensibilité aussi forcément à la musique qu'on défend. Donc il faut quand même qu'on ait une ligne directrice. Après, on est acteur aussi en effet de cette diversité. Enfin, je pense qu'on essaye. Et d'autant plus moi, en tant qu'attachée de presse, mon travail c'est d'aller défendre ces artistes, d'aller raconter leurs histoires. On avait notamment sorti un album de El Gato Negro, qui est un chanteur français, mais qui a beaucoup bossé avec des artistes africains, qui, eux, en fait, ont une histoire à raconter, une culture qui témoigne vraiment d'une culture et de tradition qui se retrouvait dans la musique d'El Gato Negro. Et donc, on allait raconter toute cette histoire à travers cet album, et on ne mettait pas juste en avant le chanteur français, on racontait toutes ces traditions qui sont derrière cette musique qu'on découvrait à travers lui. Donc en fait, voilà, chaque album va pouvoir, si on s'y intéresse bien, raconter une histoire et représenter une partie d'une culture différente. Voilà. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Pour ma part, oui, bien sûr qu'il y a une direction artistique qui est très importante. On garde le côté rock, mais il peut y avoir aussi d'autres influences autour du rock qui peut être oriental, psychédélique, enfin voilà, on les connaît tous. Mais cette diversité est importante surtout de nos jours, puisque la part de l'égalité est dans nos débats en ce moment depuis très longtemps. Donc voilà, c'est aussi notre façon de mettre en avant toutes ces choses-là dans la musique et de pouvoir partager et de montrer au public qu'il n'existe pas que forcément des groupes qui font tel style ou tel style. Il faut que ça soit un peu ouvert et le rock en fait partie. Et donc justement, pour mieux comprendre comment se mettent en œuvre ces visions plurielles de la diversité musicale, on va donc maintenant se pencher plus concrètement sur cette étape initiale, le point de départ en fait avant toute valorisation d'une production musicale, qui est donc le défrichage, le processus de découverte, de construction de la programmation. Donc à nouveau, je vais naturellement me tourner vers nos représentants des radios associatives présents aujourd'hui, qui, comme tout média, permettent bien souvent cette première rencontre en fait, entre les productions d'un artiste et son public. Donc tu as commencé à l'évoquer à l'instant, Morgane. Peux-tu nous parler de la manière dont vous opérez au sein de Radio Primitive précisément pour découvrir de nouveaux artistes, de nouvelles productions ? Ça se passe de diverses manières. Il y a des gens qui viennent directement à nous. Nous, on a la chance, en tant que radio associative, qui est connue sur le territoire depuis quelques dizaines d'années,
que les artistes eux-mêmes, les jeunes groupes qui se forment, sachent qu'ils peuvent passer par la radio pour avoir de la visibilité, pour qu'on diffuse leur contenu. Donc ils font cette allée vers nous. Il n'y a pas que nous qui sommes acteurs en fait dans cette démarche. Après, évidemment, on se tourne en local. Ça nécessite d'aller les voir, d'aller les rencontrer, de fréquenter les studios de répétition, d'aller voir les concerts de ce qui se produit en local. Nous, moi, j'ai un axe où je vais beaucoup sur les festivals de mon territoire, mais je n'interviewe que, ou presque, les formations locales, qui n'ont pas de visibilité, qui veulent en avoir, qui sont toujours ravis d'avoir des interviews, plutôt qu'avoir la 4e interview d'un tel qui a déjà répondu à toutes les questions et qui répondra certainement pas à la mienne parce qu'une radio associative l'intéresse peut-être pas. Donc il y a vraiment diverses manières. Et puis, cette collégialité qu'on évoquait tout à l'heure, nous on est des radios où les gens viennent en bénévolat proposer des émissions musicales avec leur bagage, leur réseau, leur communauté, et donc c'est eux aussi qui construisent cette visibilité où on vient nous chercher après, où eux-mêmes apportent ces apports en programmation. Et donc là, tu évoquais le fait d'aller vers et aussi de ce qui vient vers vous. Est-ce que tu saurais évaluer à peu près ce que ça représente en termes de part, enfin, quelle est la part la plus importante? Est-ce que c'est plus des choses qui viennent vers vous ou des choses vers lesquelles vous allez en général? Non, on a quand même, je dirais, une bonne centaine de mails par jour de programmation, donc il y a quand même ils viennent plus nous chercher que nous on va les chercher. C'est d'ailleurs la difficulté, la programmation, ça pourrait être un poste assuré à plein temps par plusieurs personnes dans chaque structure, et nos modèles économiques nous permettent pas de faire ça. D'où l'intérêt de convier aussi nos équipes bénévoles à ce travail de programmation pour l'enrichir et pour que ça soit le plus diversifié possible, quoi. Et au sein de Radio Primitive, du coup, donc aujourd'hui, c'est toi qui, on va dire, à la coordination de cet aspect plus musical en tant que salarié. Et au niveau bénévole, sur votre équipe, combien de personnes sont impliquées, on va dire, de manière régulière sur le fait de programmer? Alors ça a changé, il y a eu plusieurs façons de faire. Avant, c'était un salarié qui était à la direction de la programmation et qui recentralisait des envies d'autres salariés. Et puis maintenant, on a ouvert aux bénévoles, certains bénévoles qui ont des émissions musicales dont on a bien identifié le profil, qui aiment ça, nous proposent aussi des choses, et c'est la directrice de la structure qui va trancher et ensuite définir les différentes rotations qu'il y aura chez nous, donc à quel volume on les retrouvera sur nos ondes. Mais c'est maintenant fait de manière un peu plus collégiale, donc voilà quoi. Très bien. Et au niveau de Campus Paris, est-ce qu'on est sur une manière de fonctionner qui est à peu près semblable, avec quelque chose d'assez collégial, avec des salariés, des bénévoles? Comment ça se passe chez vous? Oui, complètement. Ça dépend toujours des années. Il y a quelques années, la personne qui était à mon poste faisait partie de l'équipe de programmation de notre top 40, on va dire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est une équipe bénévole de 5 personnes qui est autonome. Et moi je supervise du coup un peu l'ensemble des différents flux musicaux, donc des différentes playlists. Donc à part le top 40, on en a 3 autres qui sont plus ou moins gérés aussi par des bénévoles. Il y en a 2 où c'est moi qui impulse, qui va demander des titres à nos bénévoles, qui va un peu m'occuper de la mise en place de ces playlists là. Mais le gros de ce qu'on diffuse, c'est des bénévoles qui le font, et ça se passe aussi beaucoup sur la confiance, comme beaucoup de choses qu'on fait en radio asso. On a confiance en nos bénévoles, en nos goûts, enfin en les goûts de nos bénévoles, et c'est comme ça que ça marche. Et je pense qu'aussi, plus que la programmation musicale, ce qui est important, tu en parlais par rapport aux interviews, c'est un peu la plus-value éditoriale de ne pas seulement diffuser les nouvelles productions, mais aussi de donner une visibilité à ces artistes, de pouvoir s'exprimer. Je pense à 3 formats qu'on a au sein de Radio Campus France, qui sont justement des mises en avant de talents locaux au niveau national. Donc c'est des interviews, des DJ sets et des lives qui sont faites sur place à Paris, à Rennes, à Tours, à Montpellier, qui sont diffusées sur toutes les radios. Chaque semaine ça change, donc ça c'est quelque chose aussi qui permet de diversifier géographiquement
de rester quand même ancré localement et de soutenir les artistes d'une manière un peu plus forte que ok, on va prendre ton titre, on va le diffuser. Et justement, au niveau de... on ne parle pas simplement de diffusion pure quand on parle de valorisation de production qu'on rentre en programmation. Au sein d'une radio associative, donc on peut avoir beaucoup de bénévoles, beaucoup d'émissions qui sont produites. Comment on organise, on va dire, aussi cette programmation en sachant que ça arrive un peu de partout, de la part de ce qui est rentré par les bénévoles, etc. De quelle manière, en fait, vous parvenez, on va dire, à centraliser tout ça et à faire en sorte qu'il y ait une cohésion, en tout cas, entre tout ce qui peut être amené par les bénévoles et par les salariés? Je pense qu'il y a une personne de la structure qui a une vision globale de où on veut aller. En tout cas, chez nous, ça se passe comme ça. Et c'est elle qui va centraliser les volontés de tous. Et donc, on en voit concrètement, il y a un dossier partagé, tout le monde met des morceaux. Et ensuite, c'est cette personne qui sera à même de dire ça, je pense que ça colle avec où on est en train d'aller en ce moment, ça peut-être à un moindre niveau, et qui va trancher concrètement dans ce fonctionnement-là. Il faut que ça soit accessible de toute manière pour que les bénévoles s'en saisissent et se disent qu'ils sont complètement acteurs, comme tu disais, dans ce rôle et qu'on leur fait confiance justement, quoi. Donc dans la pratique, donc chez vous, un bénévole qui propose une émission musicale va du coup prévenir des titres qu'il va diffuser dans sa sélection musicale de son émission. Dans le studio, on a des conducteurs manuscrits, des feuilles avec des stylos, où ils marquent les morceaux qu'ils diffusent dans leurs émissions. Nous, ça nous permet de garder un lien avec eux, parce que nous, on est là en journée, ils sont là en soirée, donc ça permet de... Et puis, même d'aiguiller, on voit un festival qui programme un artiste, qui les ont programmés dans leur playlist, tiens, ça te dit pas d'aller interviewer l'artiste que t'as diffusé. Enfin voilà, ça permet de créer du lien, et c'est là aussi une ressource pour nous. Si des producteurs d'émissions n'osent pas, ne se sentent pas légitimes à venir nous proposer en diffusion permanente des artistes que eux diffusent dans leurs émissions, nous on peut regarder ce qu'ils ont mis et puis leur dire ça je me permets de te le prendre, et ça leur donne un peu confiance aussi, quoi. Est-ce que ça marche de la même manière chez vous? Oui, alors la question de la supervision de la programmation musicale à l'intérieur des émissions, c'est très compliqué pour nous parce qu'on a quand même énormément d'émissions. Et juste par force humaine, on ne peut pas tout contrôler, tout vérifier ou même tout relever. En tant que chargé d'antenne, je fais j'ai pas envie d'appeler ça contrôle, mais du suivi de l'accompagnement des émissions ponctuellement pour un peu les aiguiller sur un peu leur ligne éditoriale. Et après, si ça se trouve, un épisode sur deux, ça diffuse plein de musiques mainstream ultra connues qui n'ont pas besoin d'exposition de notre part. D'autres émissions, c'est pas le cas. Mais sur l'ensemble, ça fonctionne quand même généralement très bien. Encore une fois, la confiance, c'est clé. On dit aux bénévoles, je valide cette ligne éditoriale ou ce format, cette programmation. Du moment que tu ne te dévies pas trop de ça, tu as un peu de marge de manœuvre et les bénévoles s'y tiennent. Donc ça, c'est aussi assez chouette de voir que ce sont des gens passionnés, donc ils vont aussi suivre la ligne éditoriale globale de la radio à travers ça. En ce qui est de la programmation musicale, du coup, c'est un peu différent. Donc, on a donc une équipe de bénévoles pour notre top 40, où je vois chaque mois la sélection, et je vois que oui, en effet, c'est très en lien avec ce qu'on fait. J'ai jamais eu besoin de leur dire ça va pas, parce que alors je dis top 40, mais avec un peu les fluctuations, l'été qui est un peu moins programmé, on est plutôt sur une vingtaine de morceaux en moyenne par mois qui est programmé. 19 artistes sur 20 n'ont pas été programmés ces 2 dernières années, donc c'est très divers quand même. C'est très local, très émergent. De temps en temps, il y a un Kendrick Lamar ou une Charli XCX, mais si c'est minoritaire dans une majorité d'émergence, ce n'est pas du tout un problème. Et là où j'opère un peu plus du coup de sélection, de supervision, c'est quand je demande des contributions pour les autres playlists, et que ça, c'est des bénévoles qui ne sont pas programmateurs, programmatrices, qui vont juste m'envoyer des musiques qu'ils et elles adorent. Je vais dire, ok, ça on va le programmer, ça on va pas le programmer parce que pas assez radiophonique, parce que c'est très répétitif sur 20 minutes.
ou parce que on a déjà programmé 3 morceaux de cet artiste-là ces 3 derniers mois, donc on ne va pas en rajouter un 4e. Donc c'est à ce moment-là que je peux aussi un peu superviser et apporter une sorte de cohésion éditoriale. Et donc là, on est aussi dans une transmission, on va dire, au coup par coup, du coup, de la part des bénévoles, de ce qu'ils vont diffuser dans une émission, ce qu'ils veulent mettre en avant. Enfin voilà, c'est un très gros boulot humain derrière, on va dire, de contrôle, en tout cas de ce qui est apporté à la programmation au quotidien. De mon côté, non, justement, je fais aussi selon ce que je peux faire avec toutes les autres tâches que j'ai. Et c'est aussi un choix conscient de faire autant confiance aux bénévoles pour aussi pouvoir tout faire, pour pouvoir donner la possibilité à autant de bénévoles de proposer des émissions musicales ou non musicales d'ailleurs. Donc de pouvoir les accompagner sur le rédactionnel, sur la programmation musicale, ça veut dire que je n'ai pas le temps aussi de tout suivre en termes de programmation musicale. Donc c'est un choix aussi assumé. Et du coup, du côté de la valorisation, une fois cette sélection faite, comment on la met en œuvre face à aussi ces pléthores de propositions qu'on peut avoir au sein d'une radio asso qui émanent aussi bien de l'équipe permanente, salariée, que de l'équipe de bénévoles. Comment vous arrivez à organiser, du coup, une fois que la sélection est faite, cette valorisation ? Nous, on a une émission qui est dédiée à ça, qui va mettre en avant ce qui est sélectionné chaque semaine et ce qui rentre en programmation. Donc, en l'occurrence, c'est une quotidienne que j'anime tous les midis. Et donc, je vais présenter les formations qu'on a choisies. Quand c'est des groupes locaux, je les invite. Comme ça, c'est eux-mêmes qui expliquent leur démarche. Comme ça leur permet aussi de... Enfin, voilà, je vais pas me faire leur propre voix, quoi. Je préfère quand même que ce soit eux qui expliquent leur intention. Ça permet aussi d'adhérer à leur projet et on parlait d'un terrain d'expérimentation. Encore une fois, généralement, ils n'ont jamais eu, ou rarement, eu à faire face à des médias et s'exprimer au sujet de leur projet. Donc ça leur permet de faire leur premier pas aussi en présentation, en média training, je crois qu'on dit maintenant. Ils peuvent faire leurs erreurs chez nous pour pas les faire après ailleurs. Donc nous, on a vraiment une émission dédiée à cette visibilité. De nouveautés, de découvertes et de diversité. C'est la manière dont on a choisi de mettre en avant. Après, évidemment, il y a la visibilité sur nos autres relais, que ce soit numérique, des focus artistes. On met en place des jeux concours aussi sur de la production locale. Dès que le groupe a un concert, du coup, ça va refaire une visibilité où ils nous laissent des albums. Comme ça, on les met en dotation, c'est-à-dire qu'on les fait gagner aux gens. Et du coup, pendant une semaine, on va appuyer ce partenariat en les diffusant encore un peu plus. Donc voilà, mais c'est à travers surtout la visibilité d'une émission et après au coup par coup des partenariats. Voilà. Et ça se manifeste de la même manière à peu près avec des rendez-vous, on va dire, réguliers dédiés à la découverte musicale, ou c'est un peu clairsemé aussi dans cette programmation et Alors on a aussi une émission animée par l'équipe de programmation de la Fresh List, donc ce fameux top 40 que je vais enfin nommer. Donc la Fresh List, c'est une sélection mensuelle, c'est aussi une émission mensuelle dans laquelle les bénévoles vont à la fois parler des morceaux sélectionnés, des raisons, un peu du parcours des artistes, et vont inviter aussi à chaque fois un ou une artiste pour un peu plus faire un focus sur cette personne-là. Donc l'occasion, encore une fois, de mettre en avant les talents locaux à l'intérieur d'une programmation qui n'a pas 100% de talents locaux, ou les talents émergents dans le même style. Et après, ça repose quand même beaucoup aussi sur la communication, donc les newsletters, où on va mettre en avant la Fresh List. Parfois des événements qu'on fait où on va confier la programmation musicale à la Fresh List ou d'autres équipes, d'autres émissions. En revanche, tout ce qui est un peu jeux concours, tout ça on a constaté il y a quelques années que ça ne marchait plus. Je ne sais pas exactement pourquoi, je suppose que c'est peut-être aussi parce qu'on est une radio asso sur un terrain avec beaucoup de radios nationales. Donc on est peut-être aussi moins visible par rapport à ça. Mais du coup on privilégie un peu plus la mise en avant numérique et éditoriale.
Donc comme on l'entend dans vos propos, on a bien sûr une ligne éditoriale propre à chacune de vos radios qui permet de donner un cap, des critères, qui permet de vous guider dans vos choix de programmation, donc aussi bien pour les équipes salariées que pour les bénévoles. Maintenant, il me paraît aussi important d'évoquer avec vous le cadre plus réglementaire. Je pense bien sûr aux conventions que signent les radios associatives avec l'ARCOM. Donc pour rappel, lorsque l'ARCOM autorise des radios à émettre sur une ressource hertzienne, qu'elle soit de catégorie A ou d'une autre catégorie, qu'elle concerne une diffusion en FM ou en DAB+, ces radios sont invitées à signer une convention individuelle avec l'ARCOM, couvrant en durée toute la période de leur autorisation. Et donc sur cette convention qui répertorie un certain nombre d'engagements, on retrouve justement des obligations en matière de mise en avant de nouveaux titres, de nouveaux talents, ou encore de création francophone. Alors, il y a 4 formules possibles avec l'ARCOM. Et en fonction, vous, de celle que vous avez choisie pour votre radio, à quel degré diriez-vous aujourd'hui que ce cadre influe sur ce que vous choisissez de programmer? Quelles sont les marges de manœuvre? Et justement, par rapport à cette notion de diversité musicale qui est au cœur de notre échange aujourd'hui, est-ce que, pour vous, les quotas de l'ARCOM favorisent réellement cette diversité musicale, au moins du point de vue de la définition qu'eux-mêmes en font à leur niveau? Moi, j'ai pas les yeux rivés sur la convention. Je pense que la convention nous suit. Pour notre cas en particulier, je pense qu'on a les quotas très facilement parce que justement, ça fait partie de nos valeurs, nos intentions de départ. Donc, à la limite, nos 15% de francophones, on les a en 20%. Parce que c'est un regard qu'on a déjà à l'initial dans la programmation. Donc ça ne vient que appuyer ce qu'on fait déjà, quoi. En tout cas, encore une fois, personnellement. Donc bien sûr que dès le démarrage de défrichage, ça fait partie des choses qui nous intéressent, de la valorisation de la langue française ou alors des découvertes d'autres territoires ou de la musique qui vient pas d'Europe, par exemple, ou qui vient de minorités de genre ou de styles qu'on entend moins. Ça, c'est des valeurs que, à la fois chez nos bénévoles et dans les équipes salariées, on n'a même pas besoin de réitérer parce qu'on est clairement identifié là-dedans. Et donc, c'est pas conscientisé. On se dit pas, oh là là, il va falloir qu'on fasse très attention parce qu'on n'y est pas du tout. Parce que je pense que justement, c'est très identifié et ça fonctionne bien. Alors après, je sais pas au niveau d'un réseau, mais nous, on n'a pas besoin de faire cet effort-là, en fait. Oui, je suis complètement d'accord. Nous, on est aussi très loin d'atteindre la limite de ces quotas-là. Je les ai pas en tête, les chiffres, parce que je les ai regardés une fois il y a 5 ans. J'ai comparé avec ce qu'on fait réellement et je me suis dit, on a de la marge. Notre fonctionnement, il n'a pas tant changé que ça. Donc là, ce que j'avais regardé un peu en amont, c'est combien de morceaux on a dans telle catégorie, combien d'artistes on diffuse. On est à un demi% d'artistes dans notre médiathèque qui ont plus de 5 morceaux. Un seul qui a plus de 10 morceaux, c'est Flavien Berger. Et donc ça comprend toute la diffusion depuis bien 5 ans. Donc ça montre qu'on est très loin de diffuser les mêmes titres tout le temps. Et aussi comment dire, là où j'opère un peu plus de supervision et de coordination, c'est aussi dans la diversité des émissions musicales. Là, on sort un peu de la partie programmation musicale. Sur nos 40-50 émissions de musique, il n'y en a pas 3 qui ont la même esthétique. Il n'y en a pas 3 qui parlent des mêmes artistes. C'est très divers esthétiquement, géographiquement. Et ça permet aussi de s'assurer que, en fait, on va avoir une telle diversité que les quotas de l'ARCOM ne nous concernent pas. Je pense que là où c'est peut-être un peu plus important que ces choses existent, parce que je pense que c'est quand même important que ça existe, c'est des radios plus grandes, des radios qui reposent moins sur du bénévolat militant. Et c'est là quand même que c'est important qu'il y ait aussi un contrôle, que tout le monde participe à cette infrastructure émergentes francophones selon leur catégorie. Alors tout le monde n'est pas découverte musicale, mais toutes les radios qui sont découvertes musicales doivent doivent correspondre à ça, et ça c'est quand même logique. Mais je pense que c'est plus des radios plus établies que les FERA et les campus.
Et pardon, je rajoute quelque chose parce que au niveau du réseau, pareil, je n'ai pas toutes les connaissances qu'à mon homologue côté Radio Campus France, mais j'avais regardé, fut un temps, il y avait une sélection qui s'appelait Tip Top Ferra Campus. C'était la mise en commun des programmations des Ferra, des Radio Ferra et des Radio Campus. Et on regarde les 100 albums qui sont sélectionnés, c'est majoritairement de la production francophone indépendante, des labels comme Howlin' Banana, comme Born Bad, comme le CEP, comme X-Ray. On les trouve dans ces classements-là. On trouve de temps en temps des majors, mais c'est quand même très rare. Donc je pense que toutes les radios comme les nôtres sont un peu dans cette même logique et correspondent très facilement du coup aux obligations de l'ARCOM. Donc juste pour rappel, il y a aujourd'hui 4 régimes possibles avec l'ARCOM que je vous inviterai du coup à les consulter, en sachant que vous aujourd'hui, de ce que j'entends, vous êtes sous le régime de la découverte musicale, diversité musicale, donc avec les fameux 15% que tu évoquais à l'instant. Voilà. Et du coup, côté label, comment perçoit-on les processus de découverte justement quand on est face à une éditoriale, une esthétique? Clémence évoquait tout à l'heure aussi l'identité d'un label. Du coup, comment on arrive quand même à éveiller, à faire vivre une diversité au sein des choix qu'on opère? Comment tu fonctionnes toi-même pour découvrir des artistes? Peut-être que tu écoutes aussi la radio associative pour découvrir les artistes que tu vas accompagner. Alors, très bonne question. Je reçois beaucoup de mails, j'écoute évidemment beaucoup la radio, beaucoup KIXP aussi, parce que c'est des trucs un peu plus ouverts, et ça donne aussi une petite touche, une couleur de ce qui peut arriver plus tard au niveau musical. Sinon, pour la découverte, c'est vraiment des goûts personnels, et du coup, voilà, je suis le seul intervenant dans le label, puisque je suis tout seul à gérer le label, donc ça reste hyper personnel, donc c'est un peu compliqué à expliquer. Je sens les choses, et c'est vraiment des goûts musicaux qui me touchent plus que d'autres. Donc on reste dans l'univers rock, mais il peut y avoir de la pop, il peut y avoir du post-punk, du punk, enfin voilà, ça reste hyper ouvert tout en étant mes goûts, quoi. Enfin voilà, je sais pas comment expliquer, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais en tout cas, j'aime beaucoup faire partager en tout cas ce que j'aime, quoi. Donc aujourd'hui, tu accompagnes, juste pour nous donner des idées, des groupes aussi bien, principalement français, oui. Mais tu t'ouvres aussi vers l'Europe et vers l'international. Oui, bien sûr, j'essaie d'ouvrir la visibilité du label au maximum. Donc on essaye de sortir principalement des groupes français, mais on se diversifie avec des groupes américains, des groupes danois, des groupes allemands, des groupes belges. Voilà, il y a un peu de tout, mais encore une fois, c'est que des goûts, mais mes goûts personnels, quoi. Donc si ça me plaît, je le sors. Voilà. Et du côté de ton côté, Clémence, donc avec des esthétiques jusqu'à maintenant plus reggae, comment tu perçois aussi toi qui étais dans un label, on va dire, un peu plus gros, comment cette diversité, dans les choix que vous opériez, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'artistes que vous accompagnez, de quelle manière on arrive quand même à se diversifier en restant autour d'esthétiques proches les unes des autres? Ça se passe... Il y a aussi beaucoup d'envois. On reçoit forcément beaucoup d'albums, de propositions d'artistes, tout ça. Mais ça joue aussi pas mal dans les salons. Donc, où le label va être représenté par... en général, c'est quand même le patron qui va avec une autre personne du label. Et puis là, ça va être un peu du bouche à oreille. Donc, il va rencontrer du monde. Des gens qui en général ont déjà entendu parler du label et qui pensent que ça pourrait coller. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans les salons. En plus de ça, il y a la partie live. Il suffit que l'artiste il joue le soir, donc le manager vient voir le patron du label et dit « faudrait que je te présente mon artiste ». En plus, il ou elle joue ce soir. Donc voilà, les salons, ça a une grosse part en plus du mail dans la découverte musicale. Et après... Honnêtement, on va aussi regarder l'environnement de l'artiste. Voilà, donc on a un coup de cœur, on sent qu'il se passe quelque chose. On va aussi aller regarder... on a envie que ça marche forcément, donc on va aller voir un petit peu s'il y a déjà quelque chose qui a pris un petit peu. C'est vrai
autant au tout début, on était dans le développement d'artistes pur et dur, où on pouvait prendre les artistes vraiment from the scratch. Après, avec le temps, du coup, on est obligé de faire une autre sélection et de voir les choses un petit peu différemment. Et donc, de vraiment aller regarder l'environnement. Et si on pense que avec notre accompagnement, on pourra faire quelque chose vraiment, si on va pouvoir aider l'artiste à se développer comme il faut, mais il faut qu'il ait déjà quand même un petit environnement qui est déjà quelque chose pour qu'on le prenne, pour qu'on le sélectionne, on va dire, et qu'on travaille tous ensemble. Après, on reste toujours dans des musiques assez niches. Après, on a du trip-hop, on a de l'abstract hip-hop, on a du rock, on a toujours le reggae, on a fait un peu de rap. Mais c'est parce qu'on sentait qu'il pouvait se passer quelque chose avec cette personne et nos équipes et qu'on allait vraiment pouvoir travailler ensemble et lui apporter quelque chose aussi d'intéressant, parce que c'est quand on a un label reggae et qu'on va chercher un artiste rap, pourquoi ? Faut être sûr qu'on va pouvoir l'aider dans ses démarches. Et on se dit oui, t'inquiète, nos équipes vont pouvoir bosser avec toi et on va faire quelque chose de bien, quoi. Donc il y a tout un univers, vraiment, je me répète, mais qui rentre en jeu et on regarde un petit peu tout ça. Si je peux rebondir, c'est vrai qu'il y a énormément de feeling avec les artistes. Ça marche beaucoup au coup de cœur, mais il y a beaucoup d'humains avant tout. Si l'art de la musique est bien, mais si ça ne passe pas avec l'artiste, moi je n'irai pas donner mon maximum, en tout cas pour l'aider. Donc c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de feeling, surtout pour accompagner dans de bonnes conditions un artiste. Et donc vos propos en fait font très bien le lien avec du coup la seconde partie qui va suivre, qui est liée vraiment à ce lien entre les acteurs de la filière justement en faveur de la découverte, de la diversité, enfin de voir à quel point en fait tous ces acteurs travaillent ensemble et aussi à quel point la radio est à la croisée de tous ces acteurs. Voilà. Donc de par leur indépendance, leurs projets éditoriaux variés et leur ancrage sur les territoires aussi bien urbains que ruraux, les radios associatives sont des médias positionnés à l'intersection de très nombreux types d'acteurs, qu'ils soient culturels, sportifs, éducatifs, économiques, etc., etc. Et de fait, les acteurs de la musique en font très significativement partie. Donc je poursuis avec toi, Clémence. Tu es pour le coup habituée, toi, à côtoyer nos médias. Après plusieurs années passées dans un label à accompagner des artistes donc aussi bien confirmés qu'émergents, que débutants, même je pense qu'on peut dire ça comme ça. En quoi les radios associatives sont-elles un maillon essentiel pour la mise en lumière des artistes que tu as accompagnés ou que tu accompagnes encore aujourd'hui ? Là, ça rejoint vraiment toute la valorisation dont vous avez parlé dans la partie précédente, où c'est vrai qu'il y a un vrai suivi des artistes. Et donc, je vais beaucoup bosser avec ces radios. Donc, je vais envoyer mes premiers mails. J'ai fait mon plan promo dans une première... en tout premier, moi, je fais mes plans promo. Je me dis, tel artiste, je vais appeler un tel pour de la playlist, mais appeler un tel pour une émission. Parce qu'il y a certaines radios où je sais que l'artiste en question ne rentrera pas du tout en playlist. Par contre, avec la diversité et la richesse des émissions que proposent les Ferrarock ou les Campus, mon artiste a de grandes chances d'être quand même représenté sur chaque radio. Donc je vais faire ce plan promo en me disant j'appelle un tel pour telle chose et un tel pour telle chose. Et donc ensuite, si ça rentre en playlist, va y avoir encore ce format interview qui se perd un petit peu, je pense, dans les médias, où vraiment on prend le temps de questionner l'artiste, de lui laisser le temps de raconter son projet, de raconter son histoire et de défendre ses idées, parce qu'en général, un artiste a quand même des choses à dire. Enfin, c'est propre de l'art, il y a quand même toujours ce côté un peu politique engagé, pourquoi on fait les choses. Donc les Ferrarock et les Campus sont encore un espace où on retrouve tout ça. Et donc c'est vraiment... je sais que je vais pouvoir avoir la chance de présenter mon artiste un peu à 360 sur ces réseaux-là. Ça va pas être juste de la playlist perdu au milieu de plein d'autres titres. Il va y avoir toute une valorisation. Après aussi, il y a les Ferrarock, vous avez la sélection Ferrarock, donc les albums choisis par la Ferrarock, là où pour le coup on va être diffusé sur
toutes les Ferrarock. Il va y avoir au moins un titre en playlist, si je dis pas de bêtises. Et l'émission Dig Diggers, qui est diffusée aussi sur toutes les Ferrarock. Donc là, ça donne quand même une exposition nationale super importante. Et en plus, c'est des radios qui sont implantées territorialement. Donc ça, on en a beaucoup parlé. Donc voilà, donc déjà, quand on prend tout ça, c'est énorme, la visibilité qui a été donnée à l'artiste. Et puis en plus, s'il passe dans telle ou telle ville, je vais pouvoir appeler soit une émission, soit la radio, en lui disant bon bah voilà, est-ce que tu peux annoncer la date? Est-ce qu'on peut faire gagner des places? Est-ce qu'on peut bosser ensemble pour donner un maximum de visibilité à ça? Et voilà, après c'est aussi un échange où les radios font tout ce travail. Et moi je me suis pas battue, mais je mets toujours un point d'orgue à ce que mes artistes jouent le jeu aussi. Parce que les radios, si les artistes ne jouent pas le jeu, au bout d'un moment, vont pas pouvoir continuer à proposer ces divers formats. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment important. Ça a toujours fait partie de mes stratégies, ces radios-là. Et donc, je bosse autant avec les radios qu'auprès de mes artistes pour leur dire, écoute, c'est important, rends-toi compte de l'exposition qu'ils te donnent. Et voilà. Et après, c'est vrai que moi aussi, ça nourrit beaucoup mes revues de presse. Et après, les revues de presse me permettent aux bookers d'avoir plus de poids pour aller booker un artiste dans telle ou telle ville, dans tel ou tel festival. Et puis, pour les playlists algorithmiques, playlists plutôt, éditoriales, mais des plateformes de streaming, les revues de presse jouent aussi. Donc, en fait, ça nourrit tout un écosystème... où nous on bosse avec les Ferrarock et puis après tout ça nous aide aussi à aller développer notre artiste ailleurs, mais c'est pas pour autant qu'on oublie d'où on vient, on va dire, et on continue à bosser tous ensemble. Peut-être présenter aussi la manière dont fonctionne la Ferrarock dans cette valorisation de l'émission, des playlists, de la programmation collégiale. Ouais, alors il y a une bonne vingtaine de radios qui sont représentées par la fédération. Il y a une commission d'écoute qui est mise en place avec chaque radio qui a sa voix pour s'exprimer sur des projets qui vont être sélectionnés par l'équipe de la Ferrarock et qui vont nous être présentés. Donc nous, en tant que radio, on va écouter les projets. Chacun fait sa tambouille un peu comme il veut. Moi, je sais que je vais aller sur les réseaux sociaux des groupes qui sont proposés, voir un peu leur démarche, voir si ils sont déjà diffusés sur des grosses radios ou si ils ont besoin de cette visibilité. Enfin, moi, la démarche, je vais y accorder beaucoup d'attention. Et puis, ça va inciter à voter pour l'entrée dans cette commission, enfin dans cette sélection ou pas sur les projets. Et puis après, la Ferrarock, en fonction des retours positifs ou non, va donc retourner auprès du groupe pour leur dire si c'est accepté ou pas. Et si le projet donc est accepté, comme tu disais, il y a une diffusion sur toutes les radios qui a lieu sur une semaine, mais sur certaines radios c'est un petit peu plus étendu sur les entrées en programmation. On va pas s'arrêter de les diffuser si on les aime bien juste à une semaine, ça paraît un peu absurde. Et puis cette ouverture au format interview, il y a même un format carte blanche, donc il y a une émission mutualisée qui a lieu toutes les semaines pour valoriser les 2 projets qui sont sélectionnés par semaine. Dans cette émission de radio, on va découvrir les groupes en interview, ce que tu disais. Donc en plus de les avoir diffusés, il y a ce format interview. Et dans l'émission, il y a ici une carte blanche, ce qui nous permet, nous aussi, aux radios, de dire tiens, là, il y a un artiste qui n'est pas passé du tout en commission d'écoute, mais que nous, localement, on vous recommande chaudement d'aller écouter. On les a interviewés, on vous propose l'interview. Donc ça aussi, ça permet de donner de la visibilité hors de notre territoire. Voilà un peu pour présenter ce que propose le dispositif des radios Ferrarock. Et donc justement, là, on parle de l'inter-territoire pour en pousser en fait des choses dont on n'a pas connaissance dans d'autres régions. Donc toi qui es à Reims, de dire à des radios qui font partie de la Ferrarock, qui sont d'une autre région, écoutez, il y a ça qui est venu. Et moi, ma question revient à nouveau vers toi, Clémence. En étant à Paris, justement, comment on développe ce lien, ce réseau-là auprès des radios associatives en n'étant pas en région. Donc au-delà de la Ferrarock qui, on va dire, va être le point d'entrée, mais au final que sur une vingtaine de radios asso parmi plus de 700 radios asso en France. Comment on construit ça en fait du local en n'étant pas au local?
Alors ça commence forcément par beaucoup d'échanges de mails. Et après, il y a des gens qui n'ont pas le temps de nous répondre, ou on n'aura jamais de réponse. Et bon, là, c'est plus compliqué. Par contre, à contrario, il y a des gens qui vont prendre une fois le temps de nous répondre. Puis la deuxième fois, du coup, au lieu de juste faire un mail, tu dis, tiens, je vais prendre mon téléphone, je vais l'appeler. Et puis après, c'est lui qui te rappelle parce qu'il a vu que tel artiste avait sorti tel album et qu'il voudrait organiser une interview. Puis après, tu l'appelles juste comme ça parce que tu pensais à lui, parce que tu as entendu ça à la radio. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un peu, ça se fait, je dirais, en entonnoir, quoi. Où, j'essaie, mon but, c'est de contacter le maximum de personnes en lien avec mon artiste. Après, voilà, il y a des médias avec lesquels je pourrais pas avoir de relation parce que j'ai pas forcément de retour de leur part, mais c'est pas, j'ai aussi conscience du nombre de mails que les radios reçoivent et donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est quelque chose qui se fait un petit peu naturellement. Après, c'est vrai que c'est notre travail aussi d'être en lien. Donc voilà, après c'est vraiment des appels et puis des rencontres au cours de salons. On se dit, tiens, j'ai vu que tu étais à tel salon, c'est l'occasion de se rencontrer, ou en festival. Voilà, après on essaie de créer un petit peu les petites occasions, ou si un artiste passe dans telle ville et que je l'accompagne, je me dis, est-ce que tu veux une accrède, et comme ça on se voit. Enfin voilà, on essaie de créer un petit peu l'occasion, mais c'est quand même beaucoup par mail ou téléphone. Donc voilà, et après avec les soirées organisées par Ferrarock, notamment au Petit Bain, ça m'a permis de rencontrer pas mal de programmateurs aussi. Donc directement, on sent derrière la différence de relation, en fait, où ça répond plus, c'est plus chaleureux, voilà, parce qu'en fait, on connaît la personne, et dans relation presse, forcément, il y a le mot relation, et ça se crée aussi lors de ces petits moments-là, où on arrive enfin à être tous ensemble. Voilà. Et moi j'ai une question du coup, quand on est Radio Campus Paris, où là pour le coup on est sur un territoire qui est quand même très 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 riche, comment s'organise ce lien justement avec les autres acteurs de la filière musicale, puisqu'on est sur la place en fait où, je mets d'énormes guillemets, mais où tout se passe, voire beaucoup trop de choses. Donc comment on fait ce choix, comment on travaille avec les acteurs en tirant quand même son épingle du jeu face aussi à une offre de médias qui est très très importante, et où on dit non mais nous en fait ce truc là on le met en avant. Voilà. Vaste question, avec pas mal de réponses possibles. Je me concentre peut-être aussi sur ce levier de carte blanche et de lien privilégié avec les labels. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis au moins 20 ans, sachant qu'on existe depuis 27 ans. De aussi faire confiance à certains labels, de nous proposer des programmations musicales. On a eu par le passé des labels comme Éclair au Choc, donc le label où il y a eu Polo et Pan, Keep the DJ de Chloé. Là, aujourd'hui, on a Requiem pour un Twister. Donc, on invite ces labels à s'emparer aussi de l'antenne pour contribuer à la diversité musicale, pour contribuer à la découverte, en proposant des artistes qui sont leur coup de cœur, que nous, en tant que programmateurs ou en tant que bénévoles, on ne va pas forcément aller voir ça. On donne aussi la possibilité aux labels de faire ça par eux-mêmes. Parce qu'on ne peut pas aussi répondre à toutes les sollicitations par les attachés de presse, par les labels et tout. On se dit au moins une partie, on peut ouvrir vers cette infrastructure. Et de faire après la même chose avec une émission qui s'appelle Carte Blanche, où là pour le coup c'est le pôle musique, nos bénévoles et moi qui allons chercher des labels, des collectifs, des festivals, des initiatives pour les mettre en lumière le temps d'une émission. Et aussi, c'est l'occasion d'inviter des labels locaux ou régionaux, de faire nous-mêmes une sélection dans tout ce qui existe, en se disant ça correspond à ce qu'on fait à Radio Campus Paris, ça c'est quelque chose qui se monte, qui a l'air prometteur, on va lui donner une première vitrine. Et si après, le label il cesse ses activités 2 ans après, c'est pas grave, au moins il aura bénéficié à certains artistes et à certaines artistes et aux auditeurs et auditrices. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui est très important de faire, c'est de se mettre en réseau, pas que les radios entre elles, mais aussi toute l'infrastructure musicale qui est autour.
Là, je pense dans 2 semaines, on va donner carte blanche à un tremplin Pulsation organisé par le Crous, en lien avec des structures comme la nôtre, côté industrie musicale, ou enfin secteur musical, pour parler de l'artisanat aussi, de mettre ça en lumière, d'échanger plus souvent avec les attachés de presse, avec les labels, avec les autres structures qui soutiennent l'émergence, la francophonie, les musiques un peu qu'on n'entend pas ailleurs. Des réseaux comme AJC, Association Jazz et Croisé, Futur Composé, qui œuvrent dans des esthétiques un peu à la marge, qui se mettent en réseau national, tout en conservant une mission d'artisanat et de lien concret avec les habitants, les habitantes de leur territoire, les auditeurs, les auditrices, les artistes qui proposent de l'innovation sur le plan musical. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu la force aussi qu'on peut avoir en tant que radio asso et en tant que label indépendant. Donc ça, c'est des choses, j'imagine, qui sont parlantes aussi du côté de Radio Primitive, qui est beaucoup sur le terrain au quotidien. Comment tu dirais que ça se met en place, quelle est on va dire la conjugaison des différents éléments à avoir. Là, on le voit chez Campus Paris, on va être sur l'intervention directement des acteurs au sein des radios, la mise en avant d'événements et tout. Vous, chez vous, comment ça se matérialise et comment ça s'organise? On leur laisse une place aussi sur les événements. On fonctionne avec des labels de notre ville, par exemple, qui ne sont pas forcément visibilisés en leur proposant des partenariats. Nous, on fonctionne un petit peu plus comme ça, où ils vont nous filer des vinyles pour faire gagner. Et là aussi, ça fait une visibilité. Donc, on leur laisse. C'est vrai qu'on n'a pas encore de labels qui viennent faire des émissions directement chez nous. Par contre, de mémoire, sur notre territoire, je sais qu'il y a des festivals qui proposent, notamment à la Souterraine, des cartes blanches, mais de programmation, là, directement de concerts. Ce qui est un autre moyen aussi de visibiliser leurs artistes directement. C'est des choses à creuser, c'est des choses qui, sur nos métiers, sont pas forcément celles qui sont les plus rentables, donc même sans logique de rentabilité, c'est pas celles qu'on met en priorité, mais c'est des pistes à creuser pour des gens qui en auraient envie aussi de travailler sur ces choses-là. Mais voilà, non, ouais, nous on fait pas d'émissions là-dessus, mais on a d'autres moyens de les mettre en valeur, quoi. Peut-être je rebondis sur l'exemple de la Souterraine. Je trouve que ça, c'est typiquement l'exemple qui illustre la force qu'on a de faire les choses de manière désintéressée ou par passion, plutôt que par intérêt commercial ou autre. Donc la Souterraine, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est à la base c'était 2 personnes, une personne qui vient de l'industrie musicale, une personne qui venait plutôt de la radio, qui se sont dit, en fait, il y a plein de musique francophone émergente qui n'est pas dans des codes esthétiques de la chanson, mais plutôt pop, rock, rap. Rap c'est différent, c'est de toute façon souvent francophone, mais du rock psyché francophone. Donc ça fait 12-13 ans qu'ils mettent ça en avant. Il y a une émission de radio, La Souterraine, à Radio Campus Paris depuis 2014, qui est du coup reprise par plein de radios au Canada, à Bruxelles, partout. Et en parallèle de cette vitrine radiophonique où les artistes vont jouer en live, être interviewés, proposer aussi des musiques qu'elles et eux adorent. Il y a le pendant industrie, encore une fois avec des guillemets, de mettre sur Bandcamp des compilations, des sorties de ces artistes-là à prix libre, dans une logique de visibilisation et non pas de commercialisation, avec ce que ça implique aussi pour les artistes derrière, de mettre en vente à prix libre leur musique. C'est un manque à gagner, c'est pas rien, mais ça permet à ces artistes d'être très visibles parce que ça touche plus facilement les auditeurs et les auditrices. Et donc sur ce lien aussi avec les labels, toi Anton, qui est du coup à travailler solo dans ton label, comment tu appréhendes ces collaborations justement avec le monde des radios associatives? Quel lien, on va dire, tu vas mettre en place et tu vas entretenir à ce niveau-là sur la valorisation sur ce type de médias? Bonne question. On essaye de partager
le maximum possible avec les radios, donc évidemment par mail, comme tu disais. Ce qui est important pour les radios aussi, c'est de mettre en avant ce que tu disais, le local, et sur des groupes qui sont locaux. Je trouve que c'est intéressant de mettre en avant aussi ce côté partage des frères à rock. Je sais pas si je suis très clair. Si c'est des choses, en tout cas, toi, sur lesquelles tu t'appuies, Oui. que ce soit au niveau de la Ferrarock ou même peut-être C'est ça, bien sûr, oui. d'autres regroupements de radio. C'est un petit tremplin pour les petits groupes émergents, justement, pour se mettre en valeur et mettre en avant aussi, peut-être pour aller chercher d'autres choses, peut-être des dates ou encore des revues de presse dans des médias papier. Enfin voilà, c'est des petits mis bout à bout, ça fait un beau retour. Excusez-moi, je suis pas un peu dur le matin. Et donc, moi, je voudrais en venir maintenant aussi sur du coup cette place des radios asso par rapport à d'autres types de médias. Quelle distinction, toi, Clémence, tu ferais aussi à venir chercher davantage les radios asso par rapport soit à d'autres types de médias, que ce soit la presse, la télé, etc., que par rapport aussi au type de radio? Après, moi, je bosse vraiment tout type de médias et pour moi, chaque média est important et on va pas se mentir, évidemment que les médias nationaux restent quand même toujours sur mon top, mes top objectifs, on va dire, parce que ça a un impact aussi sur la carrière de l'artiste qui est non négociable. Donc voilà, ça fait quand même évidemment partie de mes stratégies et je bosse aussi avec ces médias-là. Attends, pardon, tu peux me répéter ta question? Non, c'était un peu quelle distinction, on va dire, tu vas faire entre aller chercher tel ou tel média, Ouais. dans tout ce process en fait de valorisation que toi tu mets en place. On voit aujourd'hui quand même que si on prend des exemples d'artistes dans ton label, je pense par exemple à DJEJ, qui est quand même un artiste qui a été porté au début par les radios asso et qui aujourd'hui du coup est un artiste confirmé, qui a quand même pignon sur rue, si je puis dire ça comme ça, mais qui vient quand même toujours chercher les radios asso en fait. Oui, donc en fonction des stades aussi de développement des artistes, quelle est en fait la stratégie, quel est le positionnement des artistes par rapport aux radios asso, parce qu'on voit qu'aux différents stades de la carrière, en fait, les radios asso sont toujours une ressource pour ces artistes-là. Ouais, pour moi, en fait, je me pose même pas la question. C'est vrai que je trouve ça vraiment important, en fait, de continuer à exister sur ces réseaux-là, parce que c'est des réseaux qui, justement, donnent une exposition à des artistes qui seront jamais exposés ailleurs, enfin, pas pour le moment en tout cas. Et du coup, c'est important aussi de continuer à bosser tous ensemble. Moi, c'est vraiment mon métier, c'est de partager avec un maximum de personnes. Et je pense qu'on est tous très passionnés par nos travails. Et en fait, on bossait avec les Ferrarock, il y a aussi ce côté vraiment partage de passion où quand tu vas envoyer ton artiste, souvent quand même tu as un vrai retour. Alors ça peut être un non mais bien expliqué ou un oui bien expliqué, et en fait il y a vraiment au-delà du fait évidemment de l'exposition dont je parlais tout à l'heure, exposition nationale, le fait que mon artiste va avoir la place sur les antennes Ferrarock Campus, et locales plus globalement, de pouvoir exister en tant que projet à part entière et pas juste une chanson. Donc voilà, au-delà de tout ça, je trouve qu'il y a vraiment ce fait de, en fait, on a envie de bosser dans la musique, on a envie de défendre tous ces artistes, donc on va continuer à le faire tous ensemble. Et c'est pas parce que mon artiste maintenant il est invité chez France Inter que j'ai plus envie qu'ils soient invités sur les radios Ferrarock, qui vont en plus toucher peut-être même tous ces fans de la première heure, tous ces gens qui l'ont découvert là, ils ont encore envie d'entendre parler de lui, ils ont envie de continuer à suivre son évolution, de savoir qu'il y a un nouvel album qui sort, qu'est-ce qu'il a voulu raconter à travers cet album, quelle est sa démarche artistique maintenant. En fait, ils l'ont découvert il y a 10 ans ici. Si les Ferrarock ont encore envie 10 ans après, maintenant qu'il est un peu plus confirmé, de lui laisser une place et de continuer à raconter son évolution sur leur réseau, c'est super important pour moi qu'il continue à aller parler à ces personnes-là de où il en est aujourd'hui
en étant rentré par la porte que les locales lui ont ouverte. Donc voilà, il y a vraiment ce côté suivi, passion, et en fait on a commencé à bosser ensemble, donc on va continuer à bosser ensemble, et on va continuer à construire des choses importantes et belles ensemble, et à faire vivre des projets qui n'auraient peut-être pas eu vocation à naître ailleurs que ici. Donc c'est vrai que là on entend vraiment le fait que les radios accompagnent, en fait, font partie de cet accompagnement des artistes. Quand on parle d'accompagnement, on pense bien sûr à l'accompagnement des studios de répète, les accompagnements dans les SMAC, etc. Mais ce mot-là est vraiment à adosser réellement aux radios. On parlait, tu donnais tout à l'heure, Philippe, l'exemple de Flavien Berger dans vos playlists, du coup, qui est peut-être l'artiste qui revient le plus avec, je ne sais plus combien de titres tu disais. 11 sur 5 ans. Et du coup, typiquement, Flavien Berger, je pense que c'est aussi un des exemples d'un artiste qui a été beaucoup poussé en radio associative à ses débuts, qui est aujourd'hui à un stade de remplir des SMAC, des salles, etc. Et dans cette dynamique justement d'accompagnement, comment on accueille du coup dans vos radios ces artistes confirmés, une fois qu'ils ont passé ce stade de l'émergence, de quelle manière en fait on assure ce suivi et on continue d'écrire l'histoire aux côtés de ces artistes? Je pense qu'il y a diverses façons de faire, et puis ça dépend aussi de l'envie de l'artiste de continuer donc à travailler avec nous. Évidemment, au niveau de la Ferrarock, ça se posera pas de la même question, parce que c'est plutôt le développement de l'émergence, même s'il y a ce côté coup de cœur sur des projets où on continue à les soutenir, mais peut-être pas tout à fait de la même manière. On va les rentrer en prog, il y aura pas forcément un partenariat Ferrarock solide qui sera derrière, mais les radios seront là quand même. Il y aura quand même une entrée en prog. Ça peut se jouer aussi au-delà de nos diffusions. Quand l'artiste vient jouer dans le coin, on va pas s'empêcher d'essayer d'aller l'interviewer, ou en tout cas assurer une promotion du concert, même si est-ce qu'il en a besoin? On ne sait pas, mais c'est de l'humain, c'est ce qu'on disait, comme nos rapports entre nous, comme ce que tu disais, Anton, aussi sur ta sélection. Donc on ne va pas s'arrêter de les aimer ou de les suivre. D'ailleurs, je vous souhaite bon courage pour dire ça à nos bénévoles. Ah non, lui, c'est bon, il est connu, t'arrêtes de le passer. Je pense qu'ils nous écouteraient pas. Donc voilà, c'est juste que on a des façons différentes de les mettre en avant sur les ondes, quoi. Je pense que c'est pas aussi juste une question de comment on le fait, mais est-ce qu'on continue à le faire et pourquoi? Parce que un artiste qui passe sur FIP, qui passe sur Énergie, c'est pas pour autant que la personne qui écoute Radio Primitive ou Radio Campus Paris, qui suit pas cet artiste, va pas le découvrir à cette occasion-là. Donc l'un n'empêche pas l'autre, les systèmes sont complémentaires. Les grosses radios diffusent à beaucoup de gens, les petites radios diffusent à d'autres personnes, et il y a des personnes qui n'écoutent pas Énergie parce que ça les intéresse pas, qui écoutent plutôt Radio Campus Paris, qui vont peut-être découvrir Okelou sur Radio Campus Paris, alors que Okelou a été affiché sur Times Square à New York, ou je sais plus. Donc c'est pas parce que quelqu'un est déjà très visible qu'il peut pas être visible aussi dans d'autres territoires, dans d'autres communautés, chez des personnes qui ne sont pas déjà à l'affût des musiques, qui vont découvrir justement des artistes qu'ils et elles ne connaissent pas, qui vont faire des découvertes, parce que ce ne sont pas des personnes qui font du digging. Nous, on est quand même là aussi pour continuer à faire ça auprès des personnes qui nous écoutent pour d'autres raisons, pour suivre une émission éditoriale. Hop, on va mettre un morceau d'une artiste entre émergence et établissement. Ça va profiter aux personnes qui écoutent cette émission, parce que ils et elles ont été attirés par le sujet rédactionnel derrière. Je ne sais pas si c'est très clair. Si on est plus sur une approche d'appétence d'un projet éditorial, plus que sur une découverte à proprement parler. Enfin, voilà, il y a tout un ensemble de choses qui viennent s'adosser avec le fait de pourquoi on écoute telle ou telle chose, et pas tourner la question dans l'autre sens, de dire j'ai entendu ce truc-là, donc je sais pas si c'est dans ce sens-là que tu l'évoquais. C'était un peu, je pense qu'on va en parler aussi tout à l'heure, de la complémentarité entre les radios associatives et les autres acteurs de la filière, que ce soit les grandes radios, que ce soit les plateformes de streaming. C'est pas parce que ces choses-là existent que les radios associatives n'ont plus besoin de faire leur travail.
Il y a quand même 770 radios associatives dans toute la France qui continuent à exister parce qu'il y a un réel besoin que ces structures-là existent, même quand ces structures-là parlent d'artistes déjà diffusés par ailleurs. Et justement, ton propos nous permet de faire la suite, d'aller vers la suite et de se poser la question aujourd'hui, donc par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, tout ce que vous venez d'exprimer, du coup, quel constat, quels sont les besoins aujourd'hui des radios associatives pour continuer à garantir cette diversité, à être aussi un des premiers médias prescripteurs en matière de musique. Ça a notamment été dit hier sur la table ronde sur l'originalité musicale. Donc, que ce soit à l'échelle de vos structures, de votre champ d'activité ou encore de vos territoires, de quoi vous auriez besoin, vous, aujourd'hui, pour poursuivre cette mission de mise en avant de la diversité musicale dans de bonnes conditions? Qu'on continue à nous subventionner pour qu'on puisse faire du travail désintéressé, qui n'est pas... je parle de confiance. On peut avoir de la confiance en nos bénévoles, en les acteurs et les actrices qu'on invite à l'antenne, seulement si on n'est pas dans une logique de rentabilité. Je ne dis pas que cette logique de rentabilité ne doit pas exister. L'industrie a aussi un sens. Il y a des passerelles entre l'émergence, l'artisanat, le militantisme et le passage ensuite pour en faire son métier. C'est des réalités aussi concrètes pour les artistes. Mais si les radios associatives ne peuvent plus faire leur travail sereinement parce qu'il y a une subvention de fonctionnement derrière, parce qu'il y a des quotas assez élevés pour qu'on n'ait pas peur de les atteindre, voire de les dépasser, c'est comme ça qu'on peut continuer à contribuer à la diversité musicale. Donc continuer à subventionner les radios assos. Et tous les acteurs du champ culturel, parce que s'il n'y a plus de concerts, il n'y a plus de... tout le champ culturel doit être financé pour qu'on puisse se donner les moyens de créer cette diversité-là, d'exister sur ce territoire, de donner la parole. Et ça, c'est les moyens, les outils, on veut que ça, quoi. Les aides de la SACEM pour les artistes émergents, c'est tout aussi important que les aides pour les radios associatives. C'est ce qui permet aux gens qui n'ont pas la possibilité autrement de se faire entendre, d'être entendus, d'être soutenus, de se sentir valorisés et de contribuer je parlais tout à l'heure des structures de mise sur le marché, des labels indépendants français, des attachés de presse, tout ça, si on veut rentrer dans une logique de rentabilité, ça crée de l'emploi en France. C'est aussi un facteur. C'est toute une infrastructure aussi professionnelle, à la fois du côté des radios assos, qui sont quand même près de 3000 salariés en France, et du côté des musiques indépendantes, avec je ne sais pas combien de labels indépendants il y a, qui ont une personne salariée, qui peuvent rémunérer les artistes pour leurs prestations, pour leurs sorties, qui peuvent aussi faire profiter ça au public, qu'il ne faut pas oublier. Donc tout est lié et tout doit être soutenu. Donc là, on parle bien sûr du nerf de la guerre qui est le financement de nos médias, du champ de la culture d'une manière plus générale. Au-delà de cet aspect financier, bien que prépondérant dans le fait de mener nos actions, moi je voudrais en venir aussi à cette question de valorisation, où tout à l'heure vous évoquiez aussi dans le fonctionnement de vos radios, donc de fait, de par l'équipe permanente, l'équipe bénévole, avoir plein de parties prenantes en fait dans la constitution de cette programmation, de comment on peut aujourd'hui, je mets d'énormes guillemets, mais optimiser aussi tout ce travail-là pour le rendre le plus visible possible. Donc on évoquait ensemble le mode de fonctionnement aussi de la Ferrarock, donc qui regroupe des radios pour justement avoir une valorisation identifiée auprès des acteurs, une valorisation collégiale qui soit le reflet aussi de ce qui se passe dans différentes régions en France. Mais comme on le disait tout à l'heure, la Ferrarock regroupe aujourd'hui qu'une vingtaine de radios. Donc de quelle manière on peut aussi asseoir ça à un nombre plus grand de radios pour une valorisation en fait, de tout ce travail, de tout ce défrichage d'une manière plus importante?
je pense que le faire ensemble, ça reste la clé. Et la Fédé, la Fait un Rock joue dans ce sens-là, où il faut continuer à se rassembler. Nous, je sais que dans le Grand Est, on a une fédération Grabuge qui se lie autour des structures des musiques actuelles, et la radio est partie prenante. Bien que les thématiques abordées soient pas forcément radiophoniques, on veut être au courant de ce qui se passe. Quand il y a un artiste qui est soutenu, on peut se proposer de faire la programmation, enfin la visibilité. Il faut qu'on soit mis au courant, et être mis au courant, faire de la visibilité, ça part déjà de la mise en commun, le partage, l'humain. Et donc tant qu'on continuera à faire du commun, il faut aller vers plus de commun, moi je pense. Et est-ce que concrètement, il y a un peu des leviers identifiés en fait pour cette mise en avant, une valorisation, des moyens de le faire en fait, ou des espaces de valorisation qui seraient aujourd'hui peut-être sous-exploités, auxquels on nous permet peut-être pas l'accès. Je ne sais pas s'il y a des choses qui ont pu être identifiées sur que ce soit des choses qui soient mises à disposition par les institutions aussi, qu'on ait des choses poussées par les partenaires qui nous accompagnent. Là, tout de suite, c'est une colle. Non, je pense que, encore une fois, le financement qui nous permet de faire sereinement notre travail, c'est important pour ça. Peut-être, c'est le moment aussi de parler d'une anecdote. On parlait des anecdotes en amont. En 2003, Radio Campus France, qui à ce moment-là avait 10 ans, avait organisé un concours de remix d'un morceau de Simian Mobile Disco. Et il y a un petit duo tout émergent qui n'avait pas sorti de son, qui avait répondu à ça. Justice, tout à fait. Donc le morceau n'a pas été sélectionné par l'équipe du concours. Après, Headbanger est tombé dessus, a sorti ce morceau, ça a lancé et le label Headbanger et Justice. C'est parce que... je ne dis pas que Radio Campus France est à l'origine du succès de Justice, mais c'était une porte ouverte aux jeunes artistes de s'emparer d'un morceau, de faire des choses avec, qui a peut-être lancé d'autres carrières dont on ne sait pas que c'est originaire de nos radios. Ça a contribué à toute cette infrastructure et à tout ce mouvement en continu, même si ça arrive 20 ans plus tard, c'est tout aussi important. En fait, mes questions, je les relie aussi à ce terme en fait, qui a émergé ces dernières années, qui est celui de la découvrabilité. Donc, pour rappel, la découvrabilité, c'est le degré auquel un contenu, une chose, peut être trouvé lorsque quelqu'un le recherche ou lorsque quelqu'un se promène sur le net, sur les plateformes, etc. Et en fait, tout ça, ça vient se mettre en perspective avec nous, le travail que font nos radios, et l'arrivée depuis ces dernières années qu'on ne peut pas ignorer, des plateformes de streaming, des algorithmes, sur lesquels aujourd'hui les usagers s'appuient beaucoup. Donc d'un point de vue aussi... label attaché de presse, quelle stratégie on a par rapport à ces nouveaux modes de valorisation qui en soi sont très utilisés, sont vus comme des alternatives par les auditeurs aussi, qui se raccrochent aussi beaucoup à ça, bien que la radio soit encore considérée par la majeure partie de la population comme prescriptrice. Comment on garde le contrôle de ça, nous aussi, d'un point de vue radio associative, et comment vous, c'est appréhendé de votre côté, qu'est-ce que vous privilégiez, quelle est la stratégie en fait? Alors c'est plus quelque chose qui s'est rajouté, ça n'a pas pris le pas sur quelque chose. Voilà, après c'est vrai que les playlists Spotify, Deezer, tout ça, c'est tous les vendredis, quand on sort des albums ou des singles, on attend évidemment avec impatience de savoir quelle playlist on a eu, et ça fait partie de nos gros objectifs. Après, une playlist Spotify, tu l'as pas si ton artiste n'existe pas déjà à minima quelque part, ou s'il n'a pas déjà un environnement médiatique assis, tu n'auras pas de playlist, à part, si vraiment tu es dans une major et que tu fais partie de quelque chose de plus grand, de plus gros, sinon tu seras pas dedans. Donc en fait,
si t'as pas déjà fait tout ce travail de construction de carrière, d'assises comment dire, pas de la renommée, mais voilà, enfin, si t'as pas déjà fait exister ton artiste quelque part, tu seras pas dans une playlist Spotify, ils savent pas quitter, en fait. Donc, voilà, nous, dans notre stratégie, c'est vrai que c'est vraiment devenu quelque chose en plus, qui s'est rajouté, et où, évidemment, on pitch nos singles, nos albums aux plateformes de streaming via nos distributeurs. Donc si, ça a un peu changé sur les timings. On est obligé d'avoir le pack promo, les masters et les pochettes au moins 4 semaines avant. Voilà, pour qu'on ait le temps de les pitcher aux plateformes. Et sinon, voilà, c'est vraiment juste quelque chose qui s'est rajouté. Et ça n'a pas forcément profondément changé nos stratégies. Mais c'est quelque chose qu'on a envie d'obtenir en plus. Et même au niveau pour le coup, des gros artistes que vous représentez non, vraiment au niveau stratégique, après, c'est un cercle vertueux en fait qui se nourrit. Si on a tel média, on va pouvoir aller chercher tel média qui va nous permettre d'être dans telle playlist, et puis telle playlist va nous permettre d'aller chercher tel média derrière. En fait, c'est quelque chose qui se nourrit, tout se nourrit un peu. Après, la playlist va avoir quelque chose de très éphémère. Si derrière on continue pas à défendre notre artiste et à faire en sorte qu'il soit qui vivent encore sur d'autres médias, la playlist, le titre, il va être écouté. Au niveau des streams, ça va être très intéressant. Si tu fais rien derrière de ce titre, ça va redescendre. En revanche, si tu dis j'ai eu telle playlist, donc les streams ont augmenté, donc je vais aller présenter ce titre à tel média pour qu'il continue à relayer, tu nourris, et tu essaies de construire quelque chose comme ça. Mais voilà, tout ce travail et tout. Enfin, il faut essayer de créer des cercles vertueux de tout ça et de profiter, enfin de mettre en avant tout ça et voilà. Est-ce que c'est des choses aussi, toi, que tu remarques, ou des modes de fonctionnement qui s'appliquent aussi aux artistes que tu représentes? Je suis d'accord avec Clémence. Pour le coup, nous, dans le rock indé, on n'est pas très représentés au niveau des playlists, c'est un peu la galère. Donc on prend en compte bien évidemment ce côté playlist, mais on a appris à vivre avec et de ne pas compter sur ça pour pouvoir avancer. Donc on compte justement plus sur des liens avec les frères rock qui poussent plus peut-être les artistes, on va dire dans l'indé, que les playlists plus major Spotify. Quoi. Donc là, toi, tu fais le lien plutôt, enfin tu vois plutôt ça avec le côté indé ou plutôt avec l'esthétique musicale que tu représentes, cette difficulté à rentrer aussi en playlist sur les plateformes? Ah, les deux. Ouais. Parce qu'on peut voir quand même des groupes, des groupes qui viennent peut-être de renommée internationale qui là n'ont aucune difficulté aussi à rentrer en playlist, mais là c'est parce qu'on est avec la casquette majeure, j'imagine. Exactement. Voilà. Donc c'est vrai que dans l'indé, on est un peu plus de barrières. Mais on y arrive quand même, de temps en temps, ça fait plaisir une petite playlist, mais on compte pas dessus, quoi. Okay. Donc une fois de plus, la radio est vraiment le relais majeur dans ces cas de figure. Si, pardon, il y a quand même un petit truc qui a changé, c'est au niveau des singles, on en sort plus. Parce que en fait, maintenant, un album ne va plus trop être écouté comme un album, malheureusement. Voilà, c'est un petit peu l'effet, pour le coup, plateforme, c'est qu'on va consommer beaucoup de singles et moins une œuvre dans son entièreté. Donc, on fait en sorte de sortir plus de singles pour essayer d'avoir plus de playlists et plus d'expositions pendant toute la durée de la promo de l'album, où avant on sortait peut-être 2-3 singles, maintenant on va peut-être en sortir 5, des fois on sort déjà la moitié de l'album en single, mais en fait sinon malheureusement ces titres existeront moins que les autres. Donc voilà, c'est vrai qu'on a nous chez X-Ray en tout cas on avait pris un peu ce parti pris de sortir plus de singles pour essayer d'avoir un maximum de visibilité sur un maximum de titres créés par l'artiste. Et cette nouvelle du coup stratégie est quelque chose qui est accueilli comment au niveau de nos radios? Là où en radio on va quand même être sur une démarche on envisage un album dans son entièreté, pour le coup on reste sur cette démarche là. Ça fait qu'il y a des choses qui changent quand même dans les
les critères de promo et la manière dont vous mettez ça en avant? Du coup, avec l'artiste, on va se mettre d'accord sur, selon nous, les titres qui sont le plus radiophoniques quand même. Parce que forcément, sur tous les titres qu'on sort, il y en a qui vont être moins radiophoniques que d'autres. Donc voilà, on se fait quand même une sélection de titres qu'on a envie de travailler en radio. Donc je ne vais pas aller tous les travailler en radio. Après, bon, de toute façon, les radios auront tout à disposition, donc elles pourront choisir ce qu'elles veulent dans l'album. Mais non, voilà, on reste sur un nombre de titres travaillés beaucoup plus restreint et qui correspondent quand même à des codes radio. Donc c'est là où du coup on fait des choix de valorisation qui peut-être impactent cette question de diversité sur laquelle on échange aujourd'hui. Non, je sais pas, au niveau des choix que vous opérez, est-ce que vous gardez quand même ça en tête, ce prisme-là, ou là on est vraiment sur du qu'est-ce qui est radiophonique, enfin voilà, comment le choix est opéré? Après, il y a toujours eu, je pense, une couleur radio ou des règles un petit peu radio. Enfin, sur un album, s'il y a un titre qui a des énormes basses, je sais que ça va forcément un peu moins plaire, par exemple, parce que l'auditeur va se prendre une énorme claque dans sa voiture, alors que jusque-là, la playlist était plutôt bien alignée. Voilà, donc il y a des titres qui, dans tous les cas, n'auraient pas eu vocation à exister sur les ondes, je pense, mais ça a toujours fait partie. Après, à contrario, voilà, il y a des émissions aussi qui sont là pour mettre plus ces titres en avant. Après, une playlist a toujours été travaillée comme une playlist et pensée comme telle. Donc, dans tous les cas, il y a évidemment des titres dans l'album qui n'auraient jamais été sélectionnés. Mais ça, c'est normal aussi. Enfin, voilà, il faut que l'auditeur soit bien quand même quand il écoute la radio et pas trop bousculé dans tous les sens. C'est le travail des programmateurs. C'est tout un travail, quoi. Donc là, on évoquait potentiellement en tout cas les besoins qu'on a aujourd'hui pour appréhender au mieux l'avenir d'un point de vue, pour le coup, très musique enregistrée. Et par rapport aux autres acteurs de la filière musicale que sont les producteurs de spectacles, les lieux de diffusion, etc. À ton avis, toi, Morgane, de quoi ont-ils besoin justement pour appréhender au mieux l'avenir en faisant appel aux radios asso? Enfin, quelles sont leurs demandes, on va dire, qu'est-ce qui a pu changer et vers quoi est-ce qu'on tend? Très localement, nous, sur Reims, je pense qu'on voit aussi arriver avec le DAB+, des radios plus généralistes. Et donc, l'appétence pour les salles culturelles, les structures de diffusion, de passer par ces réseaux-là pour toucher des plus gros publics et donc peut-être mettre de côté des radios assos. Ça, c'est vrai que c'est une crainte personnelle que j'ai vue. Mais nous, sur le territoire, je suis pas persuadée que le DAB prenne, par exemple, une importance si... bien faire attention à pas disparaître justement de cet univers, le fait qu'on soit là depuis longtemps, je pense que c'est un gain qui nous rassure aussi et qui fait qu'on oubliera, on sera pas complètement oublié parce que le public qui vient voir les concerts est un public qui va consommer nos radios quand même. Mais c'est vrai que ces ouvertures peuvent parfois faire un peu peur, quoi. Et sur ces publics, justement, vous aujourd'hui, vous avez une idée de vos publics, en tout cas, qui continuent à porter ces projets de radio asso, qui sont dans cette même ligne, cette même démarche, cette envie de diversité, etc. Enfin, sur un territoire comme celui de Reims, est-ce que ce sont des choses qui portent encore ? Ouais, nous on a une bonne communauté. Alors bien sûr avec les retours qu'on en a, on est dans une société où on fait pas beaucoup de retours positifs quand on aime des choses. On a plutôt tendance à faire des retours quand on n'aime pas. Mais on le voit, nous les bénévoles organisent des concerts, des bourses aux disques, c'est toujours très suivi. On fait des directs depuis des lieux de diffusion et on s'aperçoit que les gens savent qui on est. Donc il faut juste continuer à faire. Faut pas lâcher cette visibilité par contre, parce que je pense qu'on se fait vite rattraper par tout cet environnement musical qui est foisonnant et tant mieux. Donc pour que chacun ait sa petite place, il faut être dans la constante action, je pense. Mais et de travailler ensemble. Ouais, faut pas s'oublier quoi, entre partenaires aussi. Hein. C'est quelque chose qu'on ressent aussi sur Paris avec pour le coup beaucoup d'acteurs.
Oui, dans tous les cas, il y a toujours un peu autant de demandes, assez de demandes pour être submergé par tout ça. D'où aussi l'importance de faire partie de ces réseaux, comme en Ile-de-France, il y a le réseau RIF, qui regroupe des structures, des salles et des producteurs de musique. Et nous, on a adhéré un temps aussi au RIF. Alors, comme tu disais tout à l'heure, avec Rabuge, c'est pas forcément des choses qui collent sur tous les points. Il y a beaucoup de choses qui ne nous concernent pas. Mais c'est aussi des endroits où on peut participer à cette autre infrastructure que les radios, par définition, n'ont pas, c'est le live, qui est quand même super important pour les artistes. Je ne veux pas nier l'importance des playlists et autres, mais un artiste qui joue sur place devant un public, ça crée peut-être moins de découvrabilité sur un large nombre de personnes, mais plus d'engagement avec les personnes qui seront là. Et aussi des questions de rémunération qui sont super importantes pour les artistes. Pour avoir aussi moi-même essayé de contacter Bandcamp Weekly, Deezer, des choses comme ça. Du côté label, c'est archi difficile. C'est beaucoup plus difficile de passer par des structures à notre niveau d'émergence qui permettent plus facilement de jouer en live, de rémunérer les artistes derrière, de faire entendre la musique à des gens qui, par la suite, vont prendre cette musique et la diffuser plus largement. J'ai l'exemple d'une artiste, parce que j'ai aussi un label, on a sorti un EP d'une artiste qui, après, a été programmée sur une radio campus. Ensuite, qui a joué un festival à Orléans qui a été co-organisé par une radio campus, et pour après faire la première partie d'une artiste expérimentale renommée pour toucher un large public de personnes qui n'écoutent pas nos radios. Donc c'est pas rien, c'est pas ricochet qu'on arrive aussi à soutenir ces artistes-là et à contribuer à la diversité musicale sur le niveau national. C'est en travaillant localement et en permettant d'être un tremplin pour les artistes. C'est un super mot de la fin, ce tremplin. Merci. On va pouvoir passer maintenant aux remarques, aux questions. Si vous avez des choses à nous partager dans la salle, n'hésitez pas. Deux petites informations. Donc moi je suis une radio musique actuelle également et découverte. Pour les artistes qui nous soutiennent toujours, des gros artistes qui ont percé, je pense notamment à Trio qui ont commencé sur les radios associatives, à Louisata qui malgré les victoires qu'ils peuvent avoir et les salles remplies, ils contactent toujours les radios de musique actuelle, ou même plus récemment Orelsan qui avait fait sur son deuxième album une grosse tournée des radios associatives où il avait pris le train pour aller faire des interviews dans pas mal de radios en France. Voilà des artistes sur lequel on peut dire on est à la construction de leur carrière, peut-être les premières pierres de leur carrière, de leur maison musicale. Et pour revenir sur le soutien, c'est toujours dommage en fait que la SACEM ne soutienne pas les radios de découverte musicale, puisqu'elles le font notamment sur la diffusion, sur les festivals ou quand il y a des artistes qui sont en émergence, il y a 10% des cachets qui sont pris par la SACEM, également sur la production musicale et la diversité sur les SMAC par exemple. Pourquoi on n'a pas un label pour soutenir les radios associatives, parce qu'on le voit, les radios associatives de découverte ont besoin, enfin du coup les acteurs de musique actuelle ont besoin de nous également pour les artistes. Donc voilà, il y a quand même, aujourd'hui on est financé par le FSER, le ministère de la Culture, pour faire de la radio, aussi bien radio commerciale que radio de découverte, mais c'est vrai que la particularité et le travail qui est mené par ces radios-là, elle n'est pas soutenue ni par le CNM, ni par la SACEM ou d'autres entités qui pourraient nous financer uniquement sur ce travail, où on le voit, c'est un chaînon important de la filière, et pourquoi pas les contrats de filière, par exemple, qui sont proposés en région. Voilà, c'était juste une petite opportunité sur le financement. Ouais, je descende peut-être un peu le regard en réponse à ça. À Radio Campus Paris, on avait un peu le même constat côté création radiophonique. La SCAM qui ne soutient pas la diffusion, qui soutient la création, ce qui est très bien. Donc la SCAM qui est l'équivalent de la SACEM pour tout ce qui est radio audiovisuel. Donc nous, on a essayé pendant longtemps de solliciter la SCAM pour nous soutenir pour nos actions en faveur de la création radiophonique, parce que la production sans diffusion, voilà, mais ça n'a rien donné. Donc c'est vrai que si ces choses existent du côté de la SCAM, du côté de la SACEM,
ça nous permet aussi de mettre plus d'énergie, encore plus d'énergie dans ces dispositifs de découverte de ce qui se fait. Ça serait bénéfique, je pense, pour tout le monde. Puis je pense aussi aujourd'hui que c'est aussi à ça que pouvaient faire référence les questions sur la valorisation qu'on a évoquées tout à l'heure. Aujourd'hui, dans les panels auditionnés, notamment par le CNM, en fait, on compte qu'une seule radio asso, qui est Radio Néo Paris. Donc je pense qu'il y a un gros enjeu aussi avant d'arriver à ces stades aussi de financement, etc., en fait, de rendre visible en fait, tout ça. Et de montrer qu'on est là, parce qu'en fait, notre travail peut être fait aussi en sous-marin, bien souvent. Donc cet enjeu-là est un des premiers aussi à mettre en avant et notamment à faire ressortir dans le cadre de cette concertation sur la diversité musicale. Et juste également sur le nombre de publics, c'est-à-dire que souvent on s'extasie dans une SMAC quand il y a un concert complet de 200 personnes, où il y a une foule de personnes qui sont embauchées à la technique, à la communication, etc. Nous, les radios associatives, en fait, chaque semaine, une radio un peu lambda, c'est 10 000 personnes qui nous écoutent, quoi. 10 000 paires d'auditeurs qui vont nous écouter. Donc si on mettait vraiment tous ces gens-là chaque semaine dans un lieu, bah, ça aurait une meilleure visibilité, mais voilà, les gens sont chez eux, ils nous écoutent. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas. Oui, merci. Je voulais savoir s'il y avait quand même un espace pour la fiction radiophonique dans l'espace des radios associatives. Oui, complètement. Alors, à la fois en termes de diffusion et en termes de soutien à la production. Nous à Radio Campus Paris, et je pense que c'est assez partagé parmi pas mal de Radio Campus, on encourage la création sonore, qu'elle soit de fiction ou documentaire ou hors format. On les diffuse, on essaye de monter aussi des synergies, comme on dit, entre les radios pour plus visibiliser ce qui se fait au niveau local. Là, il y a tout récemment, pardon, j'ai entendu le fiction, mais ça me fait penser à une initiative qui a été lancée là en début d'année par l'ADOR, l'association de développement du documentaire radio, qui est de proposer aux radios asso spécifiquement des œuvres sonores documentaires toutes les semaines pour la diffusion. Et ce genre d'initiative, c'est bénéfique pour tout le monde. Ça rend visible le travail qui ne l'est pas, enfin audible plutôt. Et pour le coup, ouais, c'est plus facile, je pense, pour le documentaire. Pour la fiction, on l'encourage, mais ça demande aussi d'autres appétences, d'autres compétences d'écriture théâtrale ou autres. Bon, j'ai peut-être répondu oui, mais non. J'espère que ça peut aider quand même. Bien, je pense qu'on va pouvoir se diriger vers la fin de cette table ronde. Est-ce que vous avez quelque chose à nous partager, un ressenti pour nous dire au revoir? Mettez-vous en réseau, collaborez, soyez ouverts aux autres. Je pense que ça, c'est un peu la leçon que moi j'ai tirée, en tout cas, ces dernières années, de mon travail aussi, de toutes les lectures que j'ai faites autour de la radio. Là, ce matin, je relisais un dossier sur les radios émergentes. Il y a un magazine de musique expérimentale qui avait fait à un moment un top 100 des radios web radio, où là, pour le coup, c'est encore plus libre, encore plus expérimental. Le fait de aussi se mettre en réseau pour défendre un peu ses intérêts, de faire les choses différemment, pour montrer que certes on touche individuellement pas 12 millions de personnes, mais en tant que réseau de Radio Campus, on touche 30 millions de personnes, par exemple. Donc je pense que le réseau, c'est la clé pour défendre nos intérêts et pour permettre aux infrastructures, comme on parle d'infrastructures, de aussi continuer à exister.
Et puis je pense que ce type de rencontre que vous organisez comme ça est aussi très très importante, et pour continuer à faire votre propagande, et aussi pour que les idées puissent se rencontrer et vraiment créer des espaces d'échange autour de toutes ces questions. Je pense que c'est primordial pour continuer à faire exister et aussi évoluer toutes ces démarches, quoi. Donc bravo à vous et merci beaucoup. Oui, bravo. Et moi, j'aurais juste un petit truc à dire, c'est manger local, écouter local et soyons solidaires. Je dirais pas mieux. Bah oui, et puis sur l'avenir, parce qu'on était sur une perspective, sur les perspectives, le fond de l'air est frais, des fois aussi. Mais jusque-là, la radio libre a toujours su s'adapter, et la musique a toujours traversé les âges. Je me fais assez peu de soucis sur notre futur. On sera toujours là. Ce mot d'espoir, d'espérance pour la fin est parfait. Et un grand merci à tous les quatre d'avoir répondu présents et présentes pour cette invitation. Merci à vous, le public, d'avoir aussi été là pour écouter tous ces riches échanges et tous ces axes de futur, et puis d'état des lieux d'où en est notre filière aujourd'hui. Donc voilà, très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci.